Alors, bonjour à tous. Là, nous allons aujourd'hui parler des taxes après avoir parlé des revenus, des salaires, des honoraires avec Marie-Madeleine. Cette fois-ci, c'est la période où on va parler des taxes. Et une petite nouveauté, c'est la présence de Salah, qui est conseiller bancaire à la Banque nationale du Canada, qui va nous éclairer sur pas mal de points, qui est d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, dans sa galaxie. On est jalouse avec Marie-Madeleine de ne pas avoir un beau fond d'écran comme ça. Hein. Voilà. Bon, et là, pour les questions, je voulais vous dire, si vous avez des questions, vous les mettez dans le chat. Hein, et je les reprendrai enfin. Et Salah et Marie-Madeleine vous répondront à la fin. Hein. Je vous demande simplement de fermer votre micro et votre caméra. Et maintenant, Marie-Madeleine, tu peux commencer à nous parler de la belle chose des revenus et des taxes qu'on est en train de payer en ce moment au Canada. À toi, Marie-Madeleine. Merci Daniel. Alors d'abord, un très très grand remerciement à Daniel et à la Banque nationale, évidemment, qui me donne toujours cette opportunité de me présenter devant vous, de répondre à vos questions et de parler d'un sujet qui me passionne, la comptabilité, la fiscalité. Je suis expert comptable française et je suis CPA canadienne. Donc je navigue entre les deux pays, ce qui est assez extraordinaire et agréable. Donc, et j'accompagne des particuliers et des entreprises, ce qui me vraiment me réjouit. Alors, je vais tout de suite partager mon écran. Voilà, nous avons fait des petits tests avant, donc tout marche très bien. Donc ça, c'était pour vous proposer, enfin, pour vous expliquer ce que je fais. Mais enfin, les experts comptables, vous savez quels sont leurs domaines d'activité. Ah oui, 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 attendez, il faut que j'appuie sur... il y a toujours un petit moment de panique chez moi. C'est normal, c'est normal. T'inquiète Voilà, pas, tout le monde rentre de toute façon. ouais, c'est bon. Voilà. Alors, le plan, nous allons pas. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que au niveau de vos questions, nous ne pourrons pas répondre à des questions personnelles. Hein, je sais pas, mon neveu qui vient au Canada, il a ça, il apporte ça, on va le traiter comment? On ne pourra pas, avec ça, là, traiter des questions très, très personnelles. C'est plutôt des principes généraux. Nous attirons aussi votre attention sur des choses qui arrivent. Euh, Bon, par exemple, sur le RER, donc ça, c'est Salah qui va vous en parler. Donc, c'est ça, on attire votre attention pour que quand vous serez au Canada, vous saurez déjà ce à quoi il faut faire attention. Donc, nous allons parler des principes fiscaux canadiens. Quelques différences avec le système fiscal français. Daniel m'a prévenu que tout le monde ne vit pas en France, donc on n'insistera pas trop. Les différents statuts canadiens, comment déclarer et dans quel délai, que veut dire le RER, le CELI et le CELIA? C'est ça là qui va vous en parler parce que c'est vraiment des domaines bancaires. Il y a des règles fiscales, mais c'est un domaine bancaire. La déclaration des biens à l'étranger, qui est quelque chose d'extrêmement important auquel il faut réfléchir. Peut-être pas la première année quand vous arrivez. Et les aides des gouvernements, je vais dire, c'est une nouveauté dans le sens où ça peut peut-être rassurer ou informer les nouveaux arrivants quand on fait les déclarations de revenus. J'en ai jamais parlé, mais peut-être que ça peut être intéressant, les questions et les réponses. Alors, la première, c'est l'introduction. Vous allez me dire, c'est peut-être quand même ridicule de savoir ce que ça veut dire impôt. Mais moi, de temps en temps, dans ma clientèle, j'ai des personnes qui pensent que c'est moi qui vais payer leurs impôts. Donc, non. On fait des déclarations de revenus. Je fais des déclarations de revenus pour le compte d'une famille ou d'une personne, mais c'est vous qui payez vos impôts. Donc, quand vous faites appel à un tiers, la chose la plus importante qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous restez responsable. Donc, ça veut dire que même si les gouvernements rejettent ce qui a été déclaré, parce que ça arrive, ils ont le droit, ils ont tous les droits. Si vous dites ma comptable, elle est nulle, ils vont vous dire c'est pas mon problème. Le contrôle des avis de cotisation est quelque chose qui est important. Quand on fait nos déclarations, les gouvernements vous envoient un avis de cotisation et cet avis de cotisation, il est important de le contrôler. Donc, voilà l'introduction. Les principes fiscaux canadiens. Pourquoi il y a plein d'argent? Parce que les gouvernements, ils aiment quand on gagne des revenus et ils aiment beaucoup quand on paye de l'impôt.
Alors, les principes fiscaux canadiens, nous avons deux systèmes, un système fédéral et un système provincial. L'impôt fédéral est calculé de la même façon pour tous les résidents canadiens, quelle que soit leur province de résidence. Et on fait Mhm. affaire à Revenu Canada. Les résidents du Québec y bénéficient d'un abattement spécial au niveau du fédéral parce que le Québec veut gérer ses impôts à part. Les Québécois, nous sommes toujours un peu à part par rapport à d'autres provinces. C'est une volonté, je dirais, politique. C'est une volonté également par rapport à cette province francophone. Donc, voilà. Hop. Le revenu canadien, c'est un revenu mondial. C'est-à-dire que le résident canadien est imposé sur son revenu universel, qui comprend un revenu gagné au Canada et un revenu gagné à l'extérieur. Le non-résident, c'est-à-dire celui qui ne paye pas des impôts au Canada, celui qui ne paye pas, oui c'est ça, qui ne paye pas des impôts au Canada, il est uniquement imposé au Canada sur son revenu d'emploi, c'est-à-dire ses salaires, son revenu d'entreprise, c'est-à-dire quand il est exploitant individuel, on y reviendra tout à l'heure, son revenu de bien, c'est-à-dire s'il a des placements, vous arrivez au Canada, vous placez 100 000 dollars, ça là va être très content. Donc ça, c'est du revenu de bien. Le gain en capital, c'est lorsqu'on vend une résidence secondaire ou un investissement locatif. Donc, s'il y a une plus-value, ça s'appelle du gain en capital. Donc, vous êtes quand même imposé sur ce qui se passe au Canada. Alors, l'impôt, il est retenu à la source. Vous allez me dire, oui, mais par rapport à la France, ça ne fait pas de différence. On est d'accord, mais au Canada, c'est une façon extrêmement importante de se financer. Donc, le salarié canadien, on lui retient sur chaque fiche de paye de l'impôt fédéral et de Mhm. l'impôt provincial. Pour un non-résident, normalement, il devrait pouvoir demander une réduction des retenues qu'on lui fait. Ça ne se fait jamais, mais la théorie, la loi indique, je crois que je vous en parle aussi tout à l'heure, euh, la loi indique que avant d'être recruté, le non-résident peut, donc le nouvel arrivant, peut demander une diminution des retenues, mais il faut le faire 30 jours avant, etc., avec des formulaires et tout et tout. Vous savez très bien que quand on arrive, on a vraiment beaucoup d'autres choses chat à fouetter, donc on ne le fait pas toujours. Alors, cet impôt qui est retenu à la source est un avant sur l'impôt final. Donc, les gouvernements se financent tout au long de l'année et le remboursement se fait que au moment où il y a les déclarations de revenus, c'est-à-dire dans la période entre mars et avril. Et il peut y avoir des remboursements euh, parce que l'impôt retenu sur votre salaire est supérieur à l'impôt que vous devez payer compte tenu de votre situation familiale. Le non-résident, il a un impôt de la partie 12 qui est obligatoirement retenu à la source parce qu'on a peur de ne pas pouvoir récupérer l'impôt si vous êtes, comme vous habitez à l'extérieur du pays ou si vous n'êtes pas, vous n'avez pas d'adresse au Canada. Donc, c'est pour ça qu'on le retient à la source. Ça peut être les banques qui retiennent ça. On s'inscrit également et on précise le pays de résidence, le statut non-résident. Ce n'est pas une avance sur l'impôt. Hein. Quand on est non-résident et qu'on paye de l'impôt, ben, on paye de l'impôt. Alors, la notion de résidence fiscale, elle est importante parce qu'elle détermine dans quel pays on va payer de l'impôt. Donc, il n'y a pas de définition de la loi fédérale. Le logement est un critère qui est le plus important. Si vous habitez au Canada, donc vous allez le... Mais je suis en train d'anticiper. Je vais finir les critères. Le logement est le critère le plus important. Donc l'endroit où vous allez habiter avec votre famille, c'est ça qui va déterminer, en plus d'autres critères, on va en parler, notamment le nombre de jours où vous êtes sur le sol canadien. Et puis, vous avez d'autres critères qui sont fixés par les tribunaux. Pourquoi? C'est parce qu'en cas de doute, par exemple, vous avez une famille qui habite en France et puis vous avez le mari qui arrive au Canada et qui travaille au Canada. Dans quel pays on paye l'impôt? Parce qu'évidemment, chaque pays veut que vous payiez les impôts dans son pays. Eh bien oui.
Donc, il y a des critères qui ont été fixés par les tribunaux en cas de doute. Par exemple, le maintien de la demeure au Canada, si ce sont des Canadiens qui vont s'installer en France. La situation familiale de la personne, est-ce que c'est quelqu'un qui est marié, qui a une famille, est-ce que les enfants vont à l'école? Il y a également d'autres liens au Canada, comme le compte bancaire, une résidence saisonnière, un permis de conduire, l'affiliation à des associations professionnelles, par exemple l'Ordre des CPA du Québec. Donc tout ça, ça s'appelle le centre des intérêts vitaux. Et pour savoir dans quel pays on paye de l'impôt, on regarde en cas de doute, hein, parce que parfois il y a des situations, c'est facile. Donc en cas de doute, pardon, on regarde ces critères. La résidence réputée, c'est parce qu'une personne résidant dans un pays étranger et qui demeure temporairement au Canada pendant une ou plusieurs périodes, parce qu'il y a connexion entre Revenu Canada et l'immigration, donc plusieurs périodes, ça veut dire que vous avez fait plusieurs voyages au Canada, dont l'ensemble dépasse 182 jours est présumé avoir résidé au Canada pendant toute l'année d'imposition. Ces 182 jours, c'est 6 mois. Et c'est à partir de cette notion, quand on est nouvel arrivant, c'est ça, quand vous arrivez avec votre famille, quand vous êtes célibataire et que vous venez pour faire vos déclarations de revenus chez moi, c'est le premier critère que je vais regarder. À quelle date vous êtes entré au Canada? À quelle date vous avez mis le pied et que vous avez commencé à habiter au Canada? Le calcul, on est en Amérique du Nord, ce sont des gens extrêmement pragmatiques et le calcul se fait au jour près. On n'arrondit pas, on ne dit pas une année à 360 jours. Au Canada, il y a 365 jours ou 366 jours selon l'année bissextile ou pas. Alors, j'ai pris un petit exemple. Annie est arrivée au Québec en PVT le 4 septembre 2023. Elle a tout de suite trouvé un travail de salarié. Elle a gagné 12 000 $. C'est une non-résidente, c'est-à-dire qu'elle n'est pas restée sur le sol canadien plus de 182 jours. L'employeur d'Annie va lui retenir de l'impôt comme si elle était salariée depuis toute l'année, parce qu'en général, on ne fait pas les démarches pour demander une réduction. Et elle payera également des charges sociales. Hop. Oui, c'est ça. Donc, j'ai quand même noté la procédure qu'il faudrait. Si on voulait que les impôts que l'on retient à Annie soient diminués, Annie aurait pu envoyer à Revenu Canada et à Revenu Québec 30 jours avant son début de contrat une demande de réduction. Et c'est le formulaire NR5 pour le fédéral et le formulaire TP1016 pour le provincial. Il y a un service en ligne. Vous voyez comme c'est administratif, hein. Alors, pourquoi on pourrait demander une réduction? C'est parce qu'entre la France et le Canada, il y a une entente de sécurité sociale. Donc, on pourrait ne pas retenir non plus de cotisation de l'employé et de l'employeur au régime des rentes du Québec et la cotisation de l'employeur au fonds de services de santé. Euh, je répète, je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu l'application de ces lois qui est toujours valable, mais je ne l'ai jamais vu en pratique. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ma recommandation, et je pense que Daniel est toujours d'accord avec moi, c'est que même si vous êtes non résident, ma recommandation est de produire des déclarations de revenus parce qu'il est possible qu'il y ait un remboursement d'impôts. En général, les non-résidents, même avec aussi peu de présence sur le sol canadien, en général, payent de l'impôt parce qu'on n'applique pas, si vous voulez, on n'applique pas toutes les déductions applicables à quelqu'un qui est là pendant toute l'année. Il y a un espèce de prorata temporis, ce qui fait que la personne à qui on a retenu de l'impôt, en fait, elle va devoir payer. L'impôt retenu n'est jamais assez suffisante. Par contre, ce qui est intéressant quand on fait les déclarations de revenus, c'est qu'elle recevra des aides l'année où elle deviendra résidente, c'est-à-dire l'année qui suit, hein. On arrive en 2023, on n'est pas résident à partir de 2024. Si vous êtes résident tout au long de l'année, vous êtes résident fiscal canadien. Les différences avec le système fiscal français. Donc, il y a une convention fiscale de non-double imposition. Donc, cette notion de résidence, le centre des intérêts vitaux s'applique
pour savoir dans quel pays la personne devra payer l'impôt, hein, donc la règle des 182 jours, et puis s'il y a des doutes parce qu'il y a une famille qui habite d'un côté de l'Atlantique et le mari ou la femme travaille de l'autre côté, on regarde ça. Dans cette convention fiscale de non-double imposition, selon la nature des revenus, on dit dans quel pays il faut déclarer ses revenus. Les revenus de biens immobiliers sont imposables dans l'État où sont situés ces biens. Il y a des choses plus techniques qui Bonjour. entrent après en ligne de compte, mais Bonjour. voilà. Oui. J'aimerais savoir, s'il te plaît, normalement, le 186, il va à Honoré-Beaugrand, c'est ça? Oui, ça vient de passer. Fait que la prochaine est comme peut-être dans 20-25 minutes. Il va falloir que D'accord. le monsieur, Ah, il y a un autre bus qui va à Honoré-Beaugrand? Oh là là. il faudrait est-ce qu'on peut le... Attends, je vais couper. Attends. Voilà, ça y est. Voilà, super. Donc, convention fiscale de non-double imposition selon chaque catégorie de revenus. On détermine dans quel pays normalement on paye de l'impôt. Après, il y a de la technicité, c'est vraiment ultra technique, mais au niveau des principes, c'est ça. Donc, les dividendes et les intérêts provenant d'un État, donc là j'ai dit par exemple la France, payés à un résident de l'autre État, c'est-à-dire le Canada, sont imposables dans cet autre État. Hein, donc, ça veut dire que là, les revenus de placement de la France, ils vont être imposés au Canada. N'oubliez pas, le revenu canadien est un revenu mondial. La notion de famille. Alors en France, on fait une déclaration de revenu familial. Hein. Il y a le père, la mère, les enfants à charge, même des adultes, les petits-enfants, tout le monde, cette notion de famille, selon certains critères, vont tous ensemble. Évidemment, ça ne marche pas du tout. Au Canada, chacun dépose sa déclaration de revenus, monsieur la sienne, madame la sienne, et à partir du moment où vous allez au lycée, vous déclarez et que vous avez un travail, vous déclarez votre déclaration de revenus. Chacun est complètement indépendant. Au Canada, il y a des crédits d'impôt remboursables qui permettent de recevoir de l'argent. Nous en parlerons tout à la fin. Crédit d'impôt solidarité, ça c'est pour le Québec. Il y a des crédits d'impôt qui ne sont pas remboursables. Ça veut dire que même si on accumule tous ces crédits d'impôt, ça ne viendra pas en diminution de votre impôt à payer. Modalité pratique. En France, la demande de remise gracieuse des pénalités de retard est une opération qui est très courante et qui est accordée. Au Canada, alors là, on ne fait pas ça. Il y a une compensation systématique des sommes dues aux impôts avec les remboursements d'impôts. On mélange les différents impôts, on vous paye des intérêts créditeurs si l'État est un peu en retard. Et on vous demande parfois de payer 2, 3, 4 dollars. Il n'y a pas de petites économies, on demande tout. L'optimisation fiscale est un dogme. On considère que si vous voulez économiser sur le paiement de vos impôts, on considère que c'est normal et que vous avez le droit. Alors, les statuts. Donc, la résidence permanente, les obligations fiscales sont les mêmes que les citoyens canadiens. Tous les droits et obligations sont transférables, sauf le droit de douane. Excusez-moi, le droit de vote, qu'est-ce que je dis de douane? La date d'entrée au Canada est une date qui est indiquée sur la déclaration de revenus. Donc, je répète, et même sans revenus, je vous recommande de faire une déclaration pour que vous soyez inscrit à Revenu Canada et Revenu Québec. Il y a l'inscription au dépôt direct, il y a la première année, les déclarations de revenus sont traitées manuellement. Ça prend un certain nombre de mois. Donc, c'est vraiment, vraiment long. Donc, la première année, et puis il faut qu'on s'habitue. Quand on arrive, on ne connaît pas trop. Donc, c'est vraiment une très grande recommandation. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est une très forte recommandation. La résidence de fait, c'est le particulier qui vit ou étudie à l'extérieur du Canada et qui a gardé des liens de résidence importants au Canada. Donc, la résidence, on considère que c'est un époux, un conjoint de fait, des enfants à charge. Et les liens secondaires, c'est un passeport canadien, un permis de conduire canadien, une assurance maladie au Canada. Les particularités des différents statuts. Donc, que vous ayez un permis de travail, ouvert ou fermé, un permis vacances-travail, un permis d'études, un visa de résidence temporaire d'après vous, faut-il ou non déclarer ses revenus au Canada? Et la réponse, c'est oui. Donc, le statut n'importe peu. Hein.
Et selon tous ces statuts, quelle est la règle qui s'applique aux déclarations? Ben, c'est la règle des 182 jours. Et puis après, s'il y a un doute, c'est toute la notion des centres d'intérêt vitaux. Ben, c'est ça, c'est la résidence réputée. C'est celle qui dépasse 182 jours. Alors, modalité pratique, donc je répète, en général, un non-résident, malgré un petit salaire, va devoir euh, payer de l'impôt. Même si c'est pas beaucoup, ben, c'est quand même payer de l'impôt parce que les déductions qui interviennent en année pleine n'interviennent pas pour quelqu'un qui arrive en septembre, en octobre ou en novembre, même en août, hein, puisque c'est juillet le changement de cap. Quelqu'un qui arrive en avril, lui, il a toutes les déductions possibles. À partir de juillet, il y a un prorata temporis qui est calculé. Comment déclarer, dans quel délai? Là, je vous en ai déjà pas mal dit. Donc, votre responsabilité, la première étape, c'est de rassembler tous les documents qui sont envoyés par les différentes organisations. Votre employeur, il va vous envoyer le relevé des sommes qu'il a versées, qui vous a versées et que vous avez versées au régime des rentes du Québec, à l'assurance emploi, ça c'est le Canada, à l'impôt qui vous a retenu. La banque va vous envoyer un relevé pour les intérêts de placement. L'université va dire, ben, moi j'avais madame, monsieur qui étaient étudiants, étudiantes, ils étaient à temps plein, ils étaient à temps partiel. Enfin bref, vous allez avoir l'assurance santé. Si vous prenez une assurance santé, je ne parle pas pour les PVTistes, parce que l'assurance santé de France n'est pas déductible des impôts canadiens, mais dans certains cas, vous devez prendre une assurance santé. Elle est déductible de vos impôts. Tous les frais médicaux sont déductibles des impôts canadiens. Donc, tous ces organismes officiels envoient au gouvernement et vous envoient à vous le résumé de ce qu'ils ont payé pour vous. Et ça fait un contrôle. Il y a des contrôles. Et si, par exemple, vous omettez de déclarer, par exemple, un salaire. Vous avez deux employeurs, vous oubliez de déclarer le salaire d'un employeur. Ils vont tout de suite vous redresser. Ça prend, je vais pas dire, ça prend pas 15 jours, mais vous allez recevoir une lettre immédiatement et on va vous dire, il y a un écart dans votre déclaration de revenus. Quand vous avez oublié de déduire quelque chose, on ne vous relance pas. D'accord? Ça va être à vous de faire la démarche et de modifier vos déclarations de revenus pour dire, excusez-moi, mais j'ai oublié de déduire, je sais pas, des frais médicaux importants, quelque chose comme ça. Je rappelle la responsabilité qui est votre responsabilité. Pas possible de dire c'est pas moi qui ai fait la déclaration ou c'est ma comptable. Les gouvernements vont vous dire je m'en fiche. Alors, les moyens pour déclarer, ça se fait au moyen de logiciels de déclaration. J'ai mis un prix approximatif, je ne me rappelle pas trop du prix. Moi, je l'achète en ligne, donc je ne sais pas trop. Par contre, la saisie se fait étape par étape. Il faut prévoir un minimum de 3 à 4 heures. Moi, j'ai des questionnaires. Quand vous travaillez avec moi, j'envoie d'abord un questionnaire. Le questionnaire fait au moins 5 pages parce que toutes les informations qui sont sur ce questionnaire, je dois les saisir. Évidemment, vous rentrez pas dans toutes les cases. On est d'accord. Vous pouvez pas être célibataire, marié, avoir des enfants, ne pas avoir d'enfants en même temps. Donc, mais vous pouvez être travailleur autonome, vous pouvez être étudiant en même temps, vous pouvez être salarié. Donc, donc tout ça, faut avoir les informations. Euh, Vous avez un énorme avantage avec ce logiciel, c'est que vous pouvez transmettre par Internet. Les paiements, les remboursements arrivent très rapidement quand c'est en ligne. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de demande de renseignement après coup, parce qu'ils font des recherches. Quand il y a des écarts, ils vous demandent tout de suite, ils vous demandent des justificatifs, ils veulent des explications. Vos toutes premières déclarations devront être envoyées en papier parce qu'ils les traitent manuellement. Ils vérifient votre date d'entrée, ils vérifient, dans la toute première déclaration, il faut déclarer combien vous avez gagné en France. Donc ça aussi, ça a un impact sur les aides à venir, sur si vous avez de l'impôt à payer, tout ça. Donc
Si je c'est puis un me long permettre, processus. Marie-Madeleine, si je puis me permettre, combien vous avez gagné en France, mais combien vous avez aussi gagné en Afrique, au Maroc, ou Ah oui, oui, etc., oui, bien etc. sûr. Hein, voilà. Oui, excusez-moi. Oui, oui, excusez-moi. Oui. Donc voilà. Ça ne veut pas dire que l'argent que vous avez gagné avant, vous êtes imposé au Canada. Ça veut dire que l'argent que vous avez gagné au Maroc ou en Afrique reste imposable dans ce pays-là, mais par contre, ça a un impact sur les aides, sur le calcul. Vous savez, je vous dis toujours, hein, il vous diminue les déductions possibles. Ce sont des pragmatiques, hein. Donc, si vous gagnez très bien votre vie et que même si vous êtes arrivé en septembre, c'est pour ça que j'avertis beaucoup, parce que les gens, on leur parle toujours de remboursement, de remboursement. Remboursement, c'est quand vous êtes considéré comme ayant été là toute l'année, pas quand vous arrivez et que vous êtes non-résident. Vous pouvez déclarer en ligne sur les sites des gouvernements. Vous pouvez évidemment sous-traiter à des professionnels comme moi, mais attention à votre responsabilité. Voilà. Alors, juste pour attirer votre attention, il faut savoir que les frais médicaux, le gouvernement du Québec accorde un crédit d'impôt. Il faut que ce soit des gros montants, enfin des gros. Ça dépend du niveau de vos revenus. Donc, il faut que ce soit supérieur à 3% de votre revenu net. Il faut, ça peut se cumuler sur 2 ans. Donc, si vous ne pouvez pas les déduire la première année, vous les gardez pour les déduire la deuxième année. Donc, j'avais mis l'obligation pour les détenteurs d'une carte d'assurance maladie délivrée par la RAMQ, c'est la Régie d'assurance maladie du Québec, d'être couvert par un régime d'assurance collective ou un régime public d'assurance médicaments. Donc, sont exclues les personnes couvertes par la sécurité sociale en France, hein. Donc, voilà, ça c'était. Si je puis me permettre, Marie-Madeleine, pour Vas-y. les personnes, les résidents permanents et les personnes qui ont un permis fermé ont accès à la RAMQ. Les permis ouverts, non, n'ont pas accès à la RAMQ. Voilà, donc ils sont obligés de prendre une assurance santé Non. qui, elle, est déductible de l'impôt à condition que ça dépasse le 3% du revenu net. Si vous êtes étudiant, il y a des frais de scolarité, donc il y a un montant relatif aux études à votre manuel qui vous donne droit à un crédit d'impôt fédéral. Donc les universités disent combien vous avez payé en droits de scolarité, le nombre de mois où vous avez été étudiant. Il y a aussi un crédit canadien pour la formation qui est accordé si vous avez au moins 26 ans et moins de 66 ans. Il y a un maximum qui est accordé sur votre avis de cotisation et ça peut faire une petite déduction de l'impôt à payer. Et les intérêts payés sur vos prêts étudiants vous donnent droit aussi à un crédit d'impôt fédéral et c'est un report possible sur les 5 ans. Si vous êtes travailleur autonome, alors qu'est-ce que c'est que travailleur autonome? Par exemple, vous arrivez, vous dites, moi, je vais fabriquer des bijoux. Voilà, moi, Marie-Madeleine, j'arrive au Canada, je fabrique des bijoux en plus de mon travail de salarié, par exemple. Et donc, j'ouvre ma petite entreprise sous le nom de Marie-Madeleine. J'ai quelques clients, j'encaisse des revenus, j'ai de la dépense, évidemment, parce que pour fabriquer des bijoux, il faut acheter de la matière première, tout ça. Donc, quand arrive la déclaration de revenus, il va falloir déclarer ce que vous avez gagné. Il va falloir dire, ben, en fait, j'exploite une entreprise parce qu'il n'y a pas de problème de cumul. Vous pouvez tout faire quand vous êtes au Canada. Tout est bon pour gagner de l'argent. Donc, euh, donc, quand vous êtes travailleur autonome, on peut l'appeler aussi exploitant individuel, mais c'est plutôt travailleur autonome. Vous allez déclarer vos recettes, mais vous allez pouvoir déduire toutes les dépenses qui ont été engagées pour gagner un revenu. Une tenue de livre est nécessaire parce que quand dans la déclaration de revenus, moi j'entre tout, les fournitures de bureau, vos achats de matières premières, les frais de taxi si je dois aller à une réunion, les frais de réseautage. Donc je rentre tout. Donc il y a un minimum de tenue de livre à avoir. Euh, voilà, j'ai dit ça se cumule, hein. L'inscription au dépôt direct. Alors, j'attire votre attention là-dessus parce que de temps en temps, j'ai aussi des personnes qui viennent vers moi la deuxième année où ils sont arrivés et ils ne sont pas inscrits au dépôt direct. Le dépôt direct, ça veut dire que les gouvernements vont vous rembourser directement sur votre compte bancaire les sommes qu'ils vous doivent.
dans tous les cas de figure. Par contre, il faut remplir des formulaires, il faut avoir la patience, ça peut se faire aussi en ligne. C'est pas un prélèvement sur votre compte bancaire, hein, c'est de l'argent qui est injecté directement sur votre compte bancaire. L'aide provinciale, le crédit TPS et TVQ, ne vous est versé que si vous êtes inscrit au dépôt direct. Donc moi, quand je travaille avec vous, la première année, je passe toujours plus de temps que les 3 heures normales, je vais dire, parce que je passe en revue toutes les inscriptions. Est-ce que vous êtes bien inscrit? Est-ce que vous l'avez bien fait? Est-ce que pour votre femme ou votre conjoint, est-ce que je passe vraiment tout en revue pour que vous soyez vraiment, tout soit correctement fait. Voilà, bon, il est en général nécessaire d'effectuer les démarches en ligne avant d'envoyer les déclarations. Les délais, donc c'est le 30 avril, c'est le délai. Attention à une chose, les déclarations doivent être reçues le 30 avril. Bon, ça c'est la théorie. Écoutez, en général, Revenu Québec, il a un bureau et des boîtes aux lettres au complexe des Jardins, au premier étage du complexe des Jardins. Le 30 avril, je pense qu'à partir du 29 avril et le 30 avril, la boîte aux lettres du complexe des Jardins, elle est vidée. Peut-être toutes les heures ou toutes les 2 heures, je crois que tout Revenu Québec est réquisitionné pour ouvrir les enveloppes parce que c'est absolument incroyable la quantité de documents encore qui arrivent. Bon, quand vous faites des choses en ligne, donc je ne parle pas de votre première année, mais plus vite vous envoyez vos déclarations de revenus avant la mi-avril, plus vite vous serez remboursé. Parce qu'en fait, la majorité des personnes font leur déclaration de revenus beaucoup à partir de la mi-avril. Alors, le solde de l'impôt, par contre, doit être reçu le 30 avril. Ça, c'est très important. Mais on peut payer en ligne, tout ça, et puis bien identifier notre paiement. Mais voilà. Action des gouvernements. Euh, alors, lorsque votre employeur déduit une estimation de taxe, mais que vos revenus donnent lieu à un impôt inférieur, ça, c'est le remboursement. Donc, tout le monde va vous en parler. Attention si vous êtes non résident, hein, je répète, en général, il y a de l'impôt à payer. Donc, n'accusez pas la personne qui a préparé vos déclarations de revenus parce qu'elle n'y est absolument pour rien. Les gouvernements aussi peuvent contester vos déclarations de revenus, hein. Parfois, ils rejettent quelque chose. Ça ne veut pas dire, donc ils vous réclament un impôt supplémentaire, ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont raison. Ça veut dire qu'il faut contrôler l'avis de cotisation, il faut regarder ce qui a été rejeté, est-ce qu'il manque un justificatif, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Euh, je vous ai donné l'exemple du salaire, hein. Si vous avez 2 salaires et que vous en avez déclaré que un, ben, vous allez être relancé. On va vous réclamer de l'impôt sur le deuxième salaire. Donc voilà. Et voilà, je cède la parole à Salah. Je Qui va dois. venir de sa galaxie. Oui, Ah, n'oublie pas de couper le tien Je en reviens. attendant. donc moi je vais fermer. Attendez, parce que Tu fermes ton partage. voilà, je ferme là Voilà. et On te j'arrête. retrouve tout à l'heure. Tu sais, tu as tellement été clair qu'il n'y a pas de questions pour le moment. Ah ben je suis ravie. Voilà. Maintenant, on laisse la place à Salah, alors, hein. Merci Daniel, merci Marie-Madeleine. Euh, Mon but, moi aujourd'hui, je me présente, je suis Salah, comme l'a dit Marie-Madeleine, je suis un des conseillers de la Banque nationale. Je conseille en investissement, en financement, plein de domaines aussi bancaires. Le but aujourd'hui, c'était de vous présenter un petit peu les comptes d'investissement qu'on a. Comme ça, une fois que vous êtes arrivé ici au Canada, c'est vous qui allez faire le premier pas pour en avoir plus. Mon but, c'est pas que vous soyez un expert de ces comptes-là, mais que vous ayez un petit peu les informations les plus importantes. Comme ça, quand vous allez arriver, vous n'allez pas être vraiment perdu et surtout, vous allez savoir que ces types de comptes-là, ils existent et surtout que vous pourrez y cotiser. Alors, est-ce que mon écran, il est C'est bon. partagé? C'est bon? C'est bon. On va commencer par le premier, celui où il y a le plus de choses à savoir. C'est l'un des plus intéressants aussi. Et c'est celui qui aura, comme Marie-Madeleine l'a expliqué, une déduction que vous allez venir à mettre dans vos déclarations de revenus en fin d'année. C'est un compte qui s'appelle le compte retraite, ou on peut l'appeler le REER. C'est l'appellation, l'acronyme de régime enregistré d'épargne et retraite, comme vous pouvez le voir ici. Ce compte-là, le but de ce compte, c'était vraiment
Il y en aura trois. Il y a trois principaux avantages pour ce compte. Le premier, c'est que ces cotisations, l'argent qu'on va venir mettre dedans, il va donner lieu à une déduction fiscale. Une déduction fiscale, ça veut dire qu'on va venir réduire votre revenu imposable. Comme elle a dit Marie-Madeleine, je pense que tu l'avais dit, c'est que l'impôt ici, il est prélevé à la source, à part bien sûr si on est travailleur autonome. Mais si on est un salarié dans une compagnie, dans une entreprise, notre salaire, il est prélevé à la source. Ça veut dire que quand on reçoit notre fiche de paye, on voit déjà qu'il y a les cotisations qui ont été prises. Venir faire une cotisation au courant de l'année civile, on a jusqu'au 1er mars d'ailleurs pour cotiser dans ce compte, pour déduire de l'année précédente. Je ne sais pas si ça a été clair. Comme on peut voir ici, c'est jusqu'au 29 février. C'était une année bissextile cette année, mais on peut dire jusqu'au 1er mars, la date limite. Le montant maximum qu'on peut mettre, c'est 18% de notre revenu. Du coup, la première année, quand on arrive, généralement, on n'a pas de revenu, on ne peut pas cotiser. Il faut vraiment avoir fait une première déclaration ici pour pouvoir être admissible au REER. Il n'y a pas d'âge minimal, il y a un âge maximal pour cotiser. Mais l'âge minimal, il n'y en a pas. Si supposons votre enfant, ça devient un acteur de cinéma qui peut faire une déclaration de revenus, ben lui aussi pourra déjà, d'ores et déjà commencer à cotiser dans son REER, dans sa retraite. Dès qu'on a fait une première déclaration, c'est vraiment la première étape qu'il faudrait pour être éligible pour ce compte. Comme je disais, c'est un compte qui va venir faire baisser notre revenu imposable. Le revenu imposable, il est prélevé à la source. Ça veut dire que quand on va faire notre déclaration, on va venir ajouter une case, la cotisation REER. Cette cotisation REER, elle va nous faire bénéficier d'une déduction d'impôt. Une déduction, pas forcément en retour, car si on est à son compte et qu'on n'a pas eu justement cet employeur qui est venu nous prélever de l'impôt à la source tout au long de notre année, on peut se retrouver à la fin avec une charge à payer en impôt. Le fait de cotiser à son REER pourra venir peut-être vous faire baisser cette charge-là. Si jamais vous êtes prélevé à la source par un employeur qui vous a bien prélevé, c'est là qu'on va parler peut-être d'un retour d'impôt. Il y a plein d'autres petites choses qui vont venir rentrer dans ce calcul-là pour déterminer exactement, comme elle a dit, il y a les frais médicaux, etc. Mais les plus importants, je vous dirais, ce serait de mettre en place des stratégies pour justement avoir cette charge d'impôt à minimiser le maximum qu'on peut. C'est pour ça qu'on a ce type de compte-là mis en place par le gouvernement. Il n'y a aucun frais qui va être relié à ça, c'est des comptes gouvernementaux qui peuvent être gérés par vous-même, gérés par la banque ou gérés par votre employeur. On appelle ça les REER collectifs. C'est eux qui mettent l'argent ou vous, dépendamment de leur régime de retraite. Ils vont cotiser pour vous, vous aussi, et ce montant-là, comme on le dit, sera disponible à la retraite. Il y a une petite particularité de ce compte, c'est on peut retirer de ce compte-là pour avant la retraite, on va dire. Avant la retraite, c'est pour acheter sa maison. C'est le seul moment où on pourrait venir retirer de ce compte-là sans avoir d'impact fiscal réellement important. On devra remettre l'argent dessus, vu qu'on a bénéficié de tout ce qui est retour d'impôt, déduction d'impôt quand on mettait de l'argent. Du coup, la seule condition qu'on aura, ça va être de remettre l'argent dans ce compte-là. Comme on peut le voir, c'est quand on achète sa première maison, on appelle ça le RAP, râpé. On peut retirer jusqu'à 35 000 de ce compte-là et on pourra l'utiliser pour financer la mise de fonds de notre propriété. Le but de ce compte réellement, on va se dire, c'est épargner pour la retraite. Pourquoi? Ben, techniquement, ce compte, il nous fait juste décaler l'impôt qu'on a payé. Car une fois qu'on veut retirer de ce compte, on a de l'impôt qu'on va devoir payer dessus. C'est un compte d'impôt différé, comme on peut le dire. Ça veut dire que l'impôt qu'on paye aujourd'hui dans notre vie active est généralement plus élevé que celui qu'on va payer à la retraite. Le but de ce compte, c'est vraiment de venir vous faire économiser de l'impôt tout au long de votre vie active, mais aussi le moment de le retirer à votre retraite, de le retirer à un taux qui serait plus bas que celui auquel vous l'avez mis. Il y a une autre condition que je vous avais cachée pour pouvoir retirer de ce compte sans avoir à payer de l'impôt, c'est pour le retour aux études qu'on peut appeler aussi le REP. Le montant qu'on peut mettre dans ce compte-là par année, il est déterminé par notre déclaration de revenus. Encore une fois, c'est pour ça que c'est très très important, quel que soit votre statut, de toujours faire votre déclaration. Ça pourra vous faire bénéficier de crédits d'impôt peut-être dans le futur si vous êtes étudiant. On ne sait jamais. Toujours les faire pour qu'une fois que vous l'ayez, vous soyez déjà éligible à ce compte-là.
Et on pourra aussi, avec cette déclaration, déterminer votre capacité de cotisation pour ce compte. L'âge limite, comme on peut le voir ici, pour cotiser à ce compte-là, c'est 71 ans. 71 ans, une fois qu'on arrive à cet âge-là, malheureusement, il faut le convertir. On va le convertir en fer et c'est à ce moment-là qu'on va commencer à décaisser notre argent, le récupérer. Les autres régimes qu'on a, en fait, les régimes dont je vous parle aujourd'hui, c'est les régimes qui ont un impact fiscal, qui vont vous permettre aussi de bénéficier d'avantages fiscaux. Celui du REER, c'est le premier, comme on l'a dit, déduction d'impôt, déduction fiscale. Les cotisations qui sont investies, elles fructifient à l'abri de l'impôt. Ça veut dire que si notre 5 000 devient 25 000, le 20 000 qu'on aura généré aura été fructifié à l'abri de l'impôt. Et les retraits ne sont non imposables pour l'achat d'une première maison ou pour le retour des études. Ce seront, je vous dirais, les 3 gros avantages du REER à savoir. Ensuite, on a un compte ici, le compte CELI. L'acronyme du compte CELI, c'est compte d'épargne libre d'impôt. Il a pris une caractéristique du REER, ça veut dire que ce compte-là, quand vous allez venir y cotiser, la cotisation que vous pouvez mettre, c'est le gouvernement qui va vous la dire le jour où vous avez 18 ans et que vous êtes arrivé au Canada. Ça veut dire que si vous arrivez avec plus de 18 ans à 27 ans, vous êtes déjà automatiquement éligible pour ce compte-là, le compte d'épargne libre d'impôt. Lui, son avantage, comme le REER, c'est que votre argent va fructifier à l'abri de l'impôt dans ce compte. Il a un avantage supplémentaire, contrairement au REER, c'est que lui, au moment du retrait, c'est non imposable. On reprend un petit exemple de 5 000 que je vous avais donné. Si notre 5 000 devient 25 000 en 2-3 ans, ben le 25 000, quand on le retire, aucun impôt à payer. Et sur les 20 000 qu'on aura générés, aucun impôt à payer. Vraiment, c'est un compte d'épargne libre d'impôt. Lui, par contre, contrairement au REER, ne va pas venir faire baisser de quoi que ce soit votre revenu. Aucunement. C'est juste qu'on va l'appeler le fonds d'urgence. Si on a besoin de retirer et que l'argent est passé dans le REER, on peut se servir de notre CELI. Si on a des différents projets, différents rêves aussi qu'on veut réaliser, le CELI, ce serait le moyen idéal pour épargner pour un projet à moyen, court ou voire même long terme. C'est aussi un compte qu'on peut aller chercher si jamais nos comptes REER sont maximisés. On ne peut plus mettre d'argent dedans. Le CELI pourrait être une deuxième solution d'investissement. Lui, c'est les cotisations qu'on peut mettre. Quand je dis cotisation, je sous-entends l'argent qu'on peut placer dans le compte, l'argent qu'on peut mettre, qu'on peut y déposer. Les cotisations du CELI, c'est vraiment annuel et c'est le gouvernement qui va nous les partager. C'est chaque année, 1er janvier, on a le montant annuel que tous les Canadiens peuvent mettre dans leur CELI pour cette année-là. À titre d'exemple, celui de janvier 2024, c'était 7 000 $, 6 500. Les droits sont cumulatifs, que ce soit pour le REER ou le CELI, si le compte n'a pas été ouvert, mais que vous êtes sur le territoire canadien. Pour le REER, si vous faites vos déclarations fiscales, vos premières années, et que vous arrivez au bout de la 3e, tous les montants que vous aurez accumulés pour la première, 2e et 3e année, comme vous voyez ici, tous les 18% que vous avez pu accumuler vont continuer à s'accumuler année par année. Pareil pour le CELI. Supposons que vous arrivez cette année-là et que vous ne cotisez pas dans ce compte, que vous ne l'avez même pas ouvert. Vous arrivez en septembre ou même le 31 décembre, vous avez le droit aux 7 000 de cotisation du CELI. Si vous n'ouvrez pas de compte en 2025 et qu'on a un autre 7 000, vous allez quand même avoir ces 14 000 disponibles. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que maintenant, une fois que vous avez compris un petit peu, je pense, le CELI et le REER, pour le CELIAP, c'est pas la même chose. Mais qu'est-ce que le CELIAP? Si vous avez suivi un petit peu le CELIAP, ça reprend déjà le CELI. Et il y a la petite particularité ici, APP, qu'on avait vu dans le REER, quand on retirait pour l'achat de la première maison. On s'est rendu compte que cette caractéristique du REER là, et surtout que les prix des maisons ne fait qu'augmenter, 35 000 $ pour une mise de fonds, ça devient pas assez pour certaines propriétés. Le fait aussi de devoir remettre l'argent dans son compte une fois qu'on est propriétaire, ça peut créer certains troubles pour les nouveaux propriétaires de maisons. Ce qui fait le gouvernement a créé ce compte, le CELIAP, l'an dernier, en avril de l'an dernier, qui est un petit combo, je vous dirais un mix entre le CELI, mais aussi le RAP du REER. C'est un compte pour les premiers acheteurs. Ça veut dire que si malheureusement vous étiez propriétaire, vous n'êtes pas éligible pour ce type de compte-là, ni pour le RAP ici.
Mais supposons que vous êtes toujours locataire ou occupant et que vous avez un projet d'achat qui s'en vient, vous venez avec votre famille, vous allez vous installer ici, vous souhaitez acheter une propriété. Dites-vous qu'il y a des comptes qui vont vous permettre tout au long pour réaliser ce projet, d'avoir des déductions d'impôts, d'économiser de l'impôt sur ce que vous allez payer, mais aussi préparer votre projet et préparer votre mise de fonds tout en épargnant. Pour le CELIAP, il va prendre les caractéristiques de vraiment tous les comptes qu'on vient de voir. Pour le REER, il va prendre ceux du REER quand on parle de déduction d'impôts, déduction fiscale. Les cotisations qu'on fait dans le CELIAP, elles viennent elles aussi donner lieu à une déduction fiscale et ça réduit encore une fois le revenu imposable qu'on a, comme le REER. Tout comme le CELI et le REER, l'argent fructifie à l'abri de l'impôt à l'intérieur de ce compte. Tout l'intérêt qui va être généré ou les revenus de placement qui vont être générés ne seront pas imposables. Et comme le CELI, pas comme le REER, mais comme le CELI, au moment du retrait pour la première propriété, c'est non imposable. Et contrairement au RAP que je vous ai cité tantôt, on n'a pas d'obligation à remettre l'argent, même si tout au long, on aura bénéficié des déductions fiscales et de l'impôt en différé. Mais vous allez me dire, c'est ça là, j'ai cotisé dans ce compte-là, mais il n'y a pas eu de maison, il n'y a pas eu ci, il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas de souci. Tous ces fonds-là peuvent être transférés vers le REER sans toucher à rien du tout. Vous ne serez jamais bloqué avec ces comptes-là, quoi qu'il en soit. Même pour le REER, si jamais votre retraite ne va pas se passer ici, ça va vraiment être du cas par cas, dépendamment de chaque pays. Mais il y a des ententes pour les non-résidents fiscaux et il y a un taux d'imposition. Il faudra juste vous assurer aussi que le moment où vous cotisez dans ces comptes-là, ça va être avec votre conseiller ou vous-même une fois que vous allez être au Canada, de vous assurer de cotiser de manière intelligente dans ces comptes-là, de ne pas dépasser de palier d'imposition, toujours rester à un palier intéressant qui va être intéressant pour vous. Le CELIAP, on a oublié de parler des cotisations. Lui, comme le CELI, c'est le gouvernement qui les a données et elles sont déjà actées. C'est 8 000 $ par année qu'on peut mettre pour un plafond maximum de 40 000 sur une durée totale de 15 ans. Lui, malheureusement, contrairement au REER et CELI, il faut vraiment l'avoir ouvert au préalable pour commencer à bénéficier de ces 8 000 qu'on peut mettre. Si vous venez cette année mais que vous décidez de l'ouvrir que l'an prochain, vous ne pourrez pas malheureusement mettre les 8 000 de l'an dernier, contrairement au CELI ou au REER. Je vous dirais, c'est un petit peu les grandes lignes. Je n'ai pas voulu rentrer dans les détails pour vous garder un petit peu de suspense et vous laisser me recontacter. Mais c'est ça, c'est vraiment les 3 comptes qui ont été mis en place. Il y en a d'autres aussi pour les enfants, mais c'est vraiment les plus importants fiscalement, je vous dirais, à connaître. Et j'espère que ça aura un petit peu titillé votre curiosité pour pouvoir en savoir plus une fois que vous allez venir ici au Canada. Salah, est-ce que je peux intervenir justement concernant le RER? Bien sûr, Euh, je peux revenir dessus. J'attire votre attention parce que je vois le cas pour les nouveaux arrivants. euh, Très Par important, oui. exemple, il y a des régimes. Je veux dire, vous avez un employeur, l'employeur Cotise. verse ou propose un versement horaire. Quand vous arrivez, la première année que vous arrivez, je ne vais pas dire que vous n'avez pas le droit, mais normalement, vous n'avez pas le droit. Donc, il Il y a faut vraiment faire attention. Et moi, je vois des clients, parce que il y a une tolérance de 2 000 $ exactement et au-delà de ça, on va vous faire payer des pénalités si vous versez des cotisations dans un REER alors que vous n'avez pas le droit. 1%. Donc, c'est pour ça que 1% je qui dis la paye. première année où vous arrivez là, parce que ça arrive, hein, dans les webinaires que je fais, les gens qui arrivent, ah ben mon employeur, ah, c'est formidable, il va me donner de l'argent. Oui, oui, il donne de l'argent, mais les gouvernements, la première année, vous ne pouvez pas en bénéficier. Le Donc, REER, c'est ça. Tant qu'il n'y a pas de déclaration qui a été faite de votre côté, c'est comme si vous n'êtes pas éligible pour ce compte-là. C'est pas le... Il y aura un facteur d'équivalence avec votre employeur, mais si votre employeur peut ne pas cotiser le temps que vous n'avez pas fait de déclaration, ce mais serait CELI, le CELI, par contre, il pourrait mettre de l'argent sur le CELI. CELI, oui. CELI, même le Voilà, CELIAP. Même CELI, voilà. CELIAP, c'est les premiers comptes oui, en attendant pour Là, d'autres. vous avez le droit. Donc, C'est mais des voilà. discussions qu'on peut avoir avec l'employeur. Dans la mesure où on n'a pas le droit à la première année horaire, on peut lui demander Déjà, éventuellement de passer. Mm. l'employeur va demander quel type de régime vous souhaitez. Est-ce que c'est un régime où vous allez cotiser vous à 100%
ou un régime où l'employeur aussi va cotiser. C'est à partir de ce moment-là qu'il faudra mettre en place avec lui soit une attente, soit en entente, pardon, soit qu'il attende justement que vous finissiez votre première année pour pouvoir cotiser. Ok, Je te redonne le partage, Marie-Madeleine. d'accord. Je partage mon Mais écran. merci Salah. Si vous Merci avez des beaucoup. questions, hein, pour le moment, Je c'est ré- tellement clair que je ne vois pas de questions, mais n'hésitez pas à les inscrire sur le chat. Je n'arrive pas. Ah, c'est ici. Voilà. Alors, autre chose sur lequel j'attire votre attention, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important, ça n'arrive pas toujours la première année où vous arrivez, c'est-à-dire quand vous êtes quand même non résident fiscal, hein, donc ça veut dire que vous arrivez en juillet, à partir de juillet, mais il faut faire extrêmement attention. Donc, la détention de biens à l'étranger. Dans la déclaration de revenus, il y a une case, donc vous voyez, ça ne vous fait pas payer d'impôts, mais il y a une case, il y a une question qui dit est-ce que vous détenez des biens à l'étranger d'une valeur supérieure à 100 000 $? Et alors, qu'est-ce que c'est que ces biens à l'étranger? Les biens à l'étranger, c'est des biens non personnels. Par exemple, une maison, c'est un bien personnel. Des biens non personnels, c'est vous avez un appartement que vous louez, hein, au Maroc. Vous êtes au Canada, mais vous continuez à louer votre maison au Maroc. Ça, c'est un bien non personnel. Vous pouvez avoir des placements. Vous pouvez avoir déjà des placements aux États-Unis parce que on va dire, il y a 3 ans, vous avez, je sais pas, vous avez travaillé aux États-Unis, vous avez de l'argent là-bas. Si ça dépasse les 100 000 $. En France, c'est la même chose. Il y a des comptes, des plans épargne logement, il y a des choses comme ça. Vous pouvez avoir des fonds, des actions. Donc, c'est juste informatif. Donc, si on coche cette case, ça veut dire que le gouvernement va évidemment, on va dire, excusez-moi du mot, mais vous flaguer en disant, ah, la personne, elle a des biens à l'étranger. Par ici, peut-être l'impôt. Alors, le problème, c'est pas que vous allez forcément payer de l'impôt, mais admettons que vous n'avez pas déclaré et qu'à un moment donné, vous aviez un appartement que vous louiez en France, vous ne l'avez pas déclaré, vous n'avez pas dit qu'il existait, mais vous l'avez vendu pour acheter un appartement à Montréal. Et l'argent passe et tous les transferts d'argent supérieurs à 10 000 $ sont flagués par le contrôle d'échange, enfin bon, des organismes qui regardent les blanchiments d'argent, tout ça. Et donc, ils vont dire, ah, mais dites donc, ça vient d'où votre argent? Et vous allez dire, bah, j'ai vendu mon bien locatif. Ils vont dire, ah, vous l'avez déclaré? Non. Ah, ben voilà, vous devez 25 $ de pénalité de retard par jour. Donc, au bout de 3 ans, vous imaginez la somme extrêmement importante qui vous est réclamée. Donc, et en fait, j'attire l'attention sur ça. La première année où vous arrivez, si vous êtes non résident, il n'y a pas de problème. Si vous ne le déclarez pas, c'est pas très très grave parce que comme vous n'êtes pas résident fiscal canadien, j'ai envie de dire, je vais utiliser ce mot, il s'en fiche. Pas tout à fait, mais enfin, vous avez une année de répit. Mais c'est surtout pour attirer votre attention là-dessus, parce que on ne vous en parle pas toujours quand vous arrivez. Euh, il y a toujours des gens qui font des déclarations de revenus, c'est pas toujours des CPA, c'est pas toujours des experts comptables, donc on oublie et la conséquence, c'est vous qui allez la payer, hein. Donc, et j'ai des cas comme ça où les pénalités sont absolument salées, donc on n'est jamais content de payer 6 000 ou 10 000 $ de pénalité. Après, il y a d'autres façons de les diminuer, tout ça, mais c'est quelque chose auquel il faut faire attention. L'aide des Est-ce gouvernements. que je peux te couper parce que j'ai deux Oui, questions, si ça ne t'ennuie pas. non. Faisal qui demande est-ce qu'on a le droit de déclarer même si le bien, on doit le déclarer même si le bien n'est pas loué et on a encore des traites à payer. Et il y a une deuxième personne aussi pour les biens à l'étranger, mais je n'ai pas plus de renseignements qui demande des informations.
Alors, c'est des biens non personnels. Bon, en dehors de l'argent, hein, l'argent, les actions, c'est pas des, je veux dire, il n'y a pas de qualification de biens personnels, hein, c'est tout ce qui est supérieur à 100 000 dollars en cumul. Hein, vous pouvez avoir un placement de 50 000 dollars aux États-Unis et 10 000 euros en France et des trucs en Italie. Puis globalement, ça fait 100 000 dollars avec le taux de change. Donc, il va falloir déclarer tout ça. Pour les biens, c'est si vous avez une maison personnelle qui est inoccupée, vous ne la louez pas, vous ne tirez pas un revenu dessus, c'est un bien personnel et vous n'êtes pas obligé de déclarer. Alors, je crois que Faisal a la réponse là. C'est bon, Faisal? Par contre, si vous la mettez en location 3 ans plus tard, ça change la nature, hein. Parce qu'après, il faut, comme, je veux dire, une fois que vous commencez à louer votre immeuble, votre bien, après, il faut déclarer les loyers moins les dépenses au niveau du Canada et on enlève l'impôt qui a été payé en France. Ou en France ou dans le pays dans lequel vous êtes imposé. Après, il y a la partie déclaration de l'impôt. Donc, est-ce que c'est bon au niveau de la question? Oui, il m'a dit oui, c'est bon. OK. Alors, les aides des gouvernements, je vais vous en parler très très rapidement parce que, en fait, euh, la première fois que vous faites une déclaration de revenus, moi, je présente toujours un sommaire de vos déclarations et vous avez les estimations des 2 aides les plus importantes. Je laisse tomber l'allocation pour les enfants, l'allocation canadienne pour les enfants qui peut être une allocation extrêmement comment dire, avantageuse, mais il faut en faire la demande, il faut être là depuis 18 mois, tout ça, mais c'est quelque chose à part qui n'entre pas dans la déclaration de revenus. Il y a un petit calcul d'estimé, mais bon, c'est tout, on ne fait absolument rien au niveau de la procédure. Par contre, la déclaration de revenus a un impact sur le crédit, ça c'est au fédéral, pour la TPS et TVH. TPS, ça s'appelle taxe pour les produits et services, et TVH, c'est la taxe de valeur harmonisée. Je crois que le V, je ne me suis pas trompée. Donc, c'est un versement non imposable, c'est-à-dire qu'on ne déclare pas cet argent que vous avez touché, qui est versé aux particuliers et aux familles à revenus modestes tous les 3 mois. Et il faut être résident ou résidente canadienne au fin de l'impôt sur le revenu. Ça veut dire que si la première année, vous êtes non résident, comme ce crédit est versé toutes ces aides sont versées en général. Donc, vous déclarez en avril 2024, mais les aides arrivent en juillet 2024. Si vous, enfin, je veux dire, non, ça marche pas mon histoire. Normalement, si vous êtes résident, oui, quand vous déclarez en avril 2024, vous touchez vos aides à partir de juillet 2024. Si vous êtes non résident, vous ne toucherez vos aides que l'année au cours de laquelle vous allez être résident. Oui, si, je ne me suis pas trompée. C'est parce qu'on fait 2023 et pas 2024. Oui. Alors, je reprends parce que je crois que je vais vous embrouiller. Quand on fait nos déclarations de revenus en avril 2024, parce que j'avais avril et je me disais, je ne comprends pas, ça ne marche plus. C'est pas que c'est avril 2024 qui est pris en compte, c'est le revenu de 2023. 2023, vous étiez non résident. Mais les aides commencent à être versées en juillet 2024. Donc, dans l'année 2024, si vous habitez plus de 183 jours au Canada, qu'il n'y a pas de problème de famille qui sont à droite et à gauche, vous allez commencer à toucher votre crédit de TPS de TVH, c'est comme ça que ça s'appelle, en juillet 2024. Donc, c'est pour ça que dans vos déclarations de revenus de 2023, on vous calcule, le logiciel calcule le crédit auquel vous allez droit. Ça dépend du montant de votre revenu. Par contre, l'année au cours, vous pouvez admettons que vous avez décidé que quand vous étiez non-résident, vous n'avez pas fait vos déclarations de revenus parce que c'est absolument pas obligatoire. Vous pouvez demander l'année au cours de laquelle vous devenez résident ou résidente, au lieu d'attendre le avril de l'année suivante, vous pouvez remplir le formulaire RC 151 et l'envoyer. Alors, je l'ai regardé ce formulaire parce que je les connais, les Canadiens, et donc il va falloir pour qu'ils contrôlent
si vous êtes habilité à recevoir cette aide, il vous demande les revenus gagnés à l'extérieur du Canada des 2 années précédant votre arrivée au Canada. La demande, j'ai mis le titre parce qu'elle est tellement compliquée que je me suis dit j'arriverai pas à m'en rappeler. Donc ça s'appelle le formulaire RC 151, ça s'appelle la demande du crédit pour la TPS TVH et de la remise canadienne pour le carbone. Voilà. Au provincial, c'est le même principe. On fait les déclarations de revenus pour l'année 2023 et vous pouvez avoir un crédit d'impôt pour solidarité qui est formé de 3 composantes, le logement, la taxe sur la valeur du Québec la résidence sur le territoire d'un village nordique, ça c'est pour les Premières Nations. L'inscription au dépôt direct est obligatoire. Toutes les conditions suivantes doivent être remplies pour y avoir droit. Avoir 18 ans ou plus, résider au Québec, être soit citoyen, citoyenne canadienne, soit résident ou résidente permanente, ou personne protégée, ça c'est pour les réfugiés, soit résident ou résidente temporaire ou titulaire d'un permis de séjour temporaire. Donc, ma recommandation de commencer à déclarer vos revenus la première année où vous arrivez, même si vous êtes non résident, est tout à fait justifiée parce que ça vous permet d'accéder et d'être dans les petits papiers des gouvernements pour avoir le versement de ces aides si vous y avez droit. Je dis bien toujours si vous y avez droit parce que les revenus que vous déclarez la première année où vous arrivez au Canada, les revenus que vous avez gagnés à l'extérieur du Canada qui ne sont pas imposés au Canada mais que vous indiquez, eh bien, ces revenus-là entrent en ligne de compte pour le versement des aides à partir de juillet 2024. C'est des pragmatiques. Ils font très, très attention aux conditions. Ils estiment qu'au niveau de l'égalité, des chances, tout ça, ils font très, très attention à ça. Voilà. Alors, oui, pour le télétravail, je voulais simplement… Alors, Excuse-moi, oui. est-ce que je peux te couper, Marie-Madeleine? Oui. Parce que là, tu passes sur autre chose. Il y a Bintou qui demande si on déclare un bien qu'on a à l'étranger, le gouvernement demandera de payer un certain pourcentage d'impôts, point d'interrogation. Alors, si vous avez un bien qui est loué, en fait, c'est le revenu net, le profit de cette location qui va être aussi imposée au Canada. Elle est peut-être imposée dans le pays où il y a le bien et elle va être imposée, il va falloir le déclarer en revenu locatif, même si le bien est à l'étranger. Par contre, on va enlever l'impôt qui est payé à l'étranger. C'est le mécanisme. Est-ce que c'est clair? Il y a aussi autre chose. Là, on nous demande aussi bien à l'étranger, une SCI à l'IR ou IS est soumise à déclaration au Québec, point d'interrogation. Comment ce n'est pas devenu en nom propre? Les SCI, Une SCI à l'IR ou IS est soumise à déclaration au Québec, point d'interrogation. Comme ce n'est pas devenu en nom propre. Il manque un mot, je pense. Parce que les SCI, c'est des parts. Les SCI, c'est des parts. Ça dépend si vous avez des revenus ou pas. Les SCI, c'est des parts de propriété. On est plusieurs à détenir une propriété. Et selon la part, normalement, oui. Après, je crois qu'il y a une spécificité, parce que si c'est une SCI qui est imposée à l'impôt sur le… Si elle est imposée à l'impôt sur les sociétés, ça rentre pas dans la déclaration personnelle, puisque c'est une société, c'est une SCI professionnelle. C'est un gain j'ai envie de dire professionnel, ça n'impacte pas votre déclaration de revenus personnels. Si si vous avez gagné un revenu de par cette SCI, que vous êtes imposé dans le pays dans lequel il y a ce bien, oui, on le déclarera au Canada aussi, mais avec le même mécanisme, on déduit l'impôt qui est payé dans le pays. De toute façon, Marty peut te contacter s'il veut plus d'informations. Oui, 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 bien sûr. Hein? Voilà. Oui, 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 bien sûr.
C'est compliqué de répondre très précisément parce que moi, j'ai besoin d'éléments pour Bien dire oui, sûr, non, bien sûr. c'est possible. Mais d'une façon générale, le côté professionnel, il ne rentre pas dans vos déclarations de revenus personnels, sauf si vous le détenez, si ce sont des sociétés de personnes. Donc c'est pour ça que je dis oui, mais là, on commence à rentrer dans plusieurs conditions. Si. Là, j'ai plus de mal à répondre Mais c'est précisément. normal. Donc, c'est plutôt général. Ça vous correspond peut-être pas, mais on peut toujours m'écrire. De toute façon, il y a mes Oui. coordonnées à la fin du. Je les ai donnés déjà, d'ailleurs, quand on Ah les bon, a ben alors, demandés, donc carrément. voilà. Alors, la dernière aide qui est possible, ça concerne le télétravail. Vous savez qu'il y a des personnes qui demandent à travailler de chez eux, plus de 50% de leur temps chez eux. Et autant pendant la pandémie, les gouvernements, enfin le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial ont admis un espèce de 2 dollars par jour de jours de présence chez vous pour essayer de diminuer un peu vos frais que vous avez eu en plus à cause de la pandémie. Là, maintenant, on revient à la seule méthode admise, qui est la signature des revenus, des formulaires de T2200 ou TP643, où c'est l'employeur qui remplit toutes les conditions et qui dit, voilà, oui, là, il doit payer un bureau, il doit payer quelqu'un, il doit payer pour s'il fait des déplacements. L'employeur explique absolument tout des conditions de travail de son employé, c'est signé. Et moi, dans les saisies, je rentre tout. Le formulaire, il faut que je le copie en totalité, puis je ne peux pas le copier du style importation, hein. Je réponds à toutes les questions. C'est des formulaires de 3 pages euh, pour pouvoir déduire des frais de chauffage, d'éclairage, de l'assurance, de l'impôt foncier si vous êtes propriétaire, des intérêts sur l'emprunt hypothécaire, du loyer, et il faut déterminer l'utilisation du domicile. Donc, il n'y a plus qu'une seule méthode. Ça peut être avantageux pour vous, c'est ça. Alors, écoutez, voilà, nous arrivons à la fin du webinaire. Donc, je fais toujours un petit pensez-y, c'est-à-dire est-ce que votre statut fiscal est clair? Est-ce que Salah et moi, nous avons bien attiré votre attention sur des points un petit peu à faire, attirer l'attention, dire ce que ça veut dire? Savez-vous s'il vous faudra faire une déclaration au Canada? Ferez-vous une déclaration de revenus en France ou dans votre pays? Avez-vous rassemblé vos documents? Voulez-vous acheter un logiciel de comptabilité? Voulez-vous placer votre argent? Enfin, ça, c'est trop tard. C'était avant le 28 ou le 29 février. Et à quelle date voulez-vous avoir terminé? C'est-à-dire que le pensez-y, c'est une checklist de quand vous serez au Canada. Moi, je vous remercie infiniment de votre attention et de cet intérêt que vous avez eu. Là, il y a mon site web, mon adresse courriel. Et puis, à bientôt et merci à tous de nous avoir écoutés Merci pendant tout le plus monde. d'une heure. Merci C'est vrai, beaucoup. merci beaucoup. Merci Daniel et merci Salah. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Au Bye bye. revoir.